horrible histoire, pas très loin, là, au bord de la frontière, dans l'État du Maine, plus précisément dans la ville de Lewiston. Histoire d'horreur, fusillade. Au dernier décompte, dernière nouvelle, on parle de 22 morts, cinquantaine de blessés. L'homme, le suspect, toujours en fuite. Ouais. On le recherche activement. On voit les images qui se passent là-bas. Qui, encore une fois, tu sais, on en parlait un peu plus tôt. On en parlait justement que Farnell, pendant la chanson des Killers, Farnell Morisset, vulgarisateur d'actualité avec qui on va en parler d'ailleurs dans les prochaines secondes. Mais on disait, chaque fois que ça arrive chez nos voisins du Sud, on dirait, des fois, on se dit comme, OK, c'est exceptionnel. C'est la dernière fois. Puis après ça, non, juste on attend la prochaine fois qu'on a horreur semblable, une fusillade du côté des États-Unis. On en jase justement à l'instant avec Farnell, qui est en direct de Londres, parce qu'il est de l'autre côté de l'Atlantique, vous le savez. Farnell, bon matin. Bon après-midi pour toi. Bon matin à vous, merci. Merci d'être là avec nous. Malheureusement, avec des nouvelles tragiques. Nouvelle horrible. Autre fusillade. Jeff avait sorti les chiffres un petit peu plus tôt. Déjà en 2023, on a un nouveau record de fusillade du côté des États-Unis. C'est, Farnell, un des grands débats éternels des Américains. T'as la liberté de parole, puis t'as le droit de port d'armes. Oui. C'est vraiment essentiel, on pourrait quasiment dire, à la réalité politique aux États-Unis. Le port d'armes qui est protégé par le deuxième amendement à leur constitution, qui a beaucoup d'appui derrière eux. On n'est pas prêt d'avoir fini d'en parler, je pense. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est... puis peut-être commençons là. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est si déchirant? Comme c'est des Américains, c'est des, tu sais, c'est monsieur, madame, tout le monde, des Américains qui se ressemblent, qui partagent les mêmes villes, villages, États, mais c'est tellement déchirant, là, ce débat-là chez nos voisins du Sud. Je pense vraiment, pour avoir vécu là, quand même à peu près 6 ans, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la culture autour des armes aux États-Unis est très différente de la culture autour des armes, que ce soit au Canada, au Québec, peu importe. Puis une des raisons pour ça, c'est que chaque peuple, chaque nation, chaque pays a son mythe fondateur, qui est un peu comme la raison d'être, la façon que le pays est venu à exister et pourquoi. Puis aux États-Unis, une partie importante du mythe fondateur des États-Unis, c'est que les États-Unis ont été fondés suite à une rébellion par des simples citoyens qui avaient accès à des armes pour se défendre contre un gouvernement tyrannique. Le port d'armes, le droit d'avoir accès à des armes, est un élément clé de l'identité culturelle d'une partie des États-Unis. Puis là, je précise, c'est une partie, là, parce que, je veux dire, les sondages le montrent, la majorité des gens aux États-Unis, même les conservateurs, seraient d'accord à avoir plus de contrôle, plus de réglementation autour des armes, mais le lobby des armes à feu, qui est appuyé par cette espèce de groupe-là pour qui les armes fait partie de leur identité nationale, est tellement bien organisé, tellement bien financé que c'est pas facile, puis on voit pas comment déloger cette espèce de droit-là ou au moins le réglementer dans un avenir rapproché. Farnell, est-ce qu'on arrive enfin à un point de rupture avec cette année 2023 qui bat des records et là, cette tuerie qui, à date, avec le nombre de morts, est déjà la 6e plus meurtrière de l'histoire des États-Unis? Malheureusement, je penserais pas. Ouais. Je veux dire, c'est affreux à dire, là, mais ouais, c'est juste la 6e. C'est agonisant de dire ces mots-là, mais ça reste vrai. Si les 5 autres ont pas fait un changement, on voit mal comment celui-ci va le faire. Et puis, même les politiciens aux États-Unis reconnaissent l'impuissance qu'ils ont devant cette situation-là où même eux, ils se disent, ben écoutez, on est rendu, tout ce qu'on peut dire, c'est thoughts and prayers, pensées et prières, et puis espérer qu'il y a quelque chose qu'on va pouvoir faire, puis après ça, on va retourner dans nos petites chicanes partisanes, puis il n'y a rien qui va se faire. On jasait ce matin avant qu'on entre en onde, puis tu me parlais d'une situation précise à New York, puis j'ai trouvé cette situation-là tellement parlante sur
ce que ça signifie pour les États-Unis d'essayer de bannir des armes. Puis tu sais, si tu te dis, OK, mais si ça c'est arrivé, puis tu vas nous en parler, tu vas nous la décrire, la situation en question, mais si ça c'est arrivé comme situation, oublie ça pour le reste, là. C'est ça, je vivais à New York spécifiquement, puis New York, la ville, c'est une ville qui est très progressiste, dans un État qui est très progressiste, qui a voulu réglementer et dire essentiellement, bon, ben la ville de New York, là, sur tout le territoire de la ville de New York, pas droit aux armes de poing, pas droit aux pistolets, sauf si t'es un policier, si t'as un droit particulier. Et puis ça a été la loi pendant une certaine période de temps, jusqu'à ce qu'il y ait une contestation devant les tribunaux qui s'appuyait sur le deuxième amendement de la Constitution pour dire que ben là, ça c'est une limitation inconstitutionnelle au droit de port d'armes. Vous pouvez pas faire ça. Et malgré le fait que la mesure avait l'appui, je veux dire, très largement majoritaire des citoyens qui vivaient à New York, la Cour a dit à la ville, ben non, c'est un atteinte trop large au droit de port d'armes. Vous pouvez pas rendre ça illégal de porter des armes de poing partout dans la ville. Alors, il faut que ce soit restreint là où c'est vraiment nécessaire, ce qui fait que la ville a été obligée de déterminer, bon, ben voici certains endroits. C'est comme Times Square, c'est un endroit particulièrement sensible. Wall Street, c'est un endroit particulièrement sensible. Ces endroits-là sont nommés des zones libres d'armes. Puis là, il y a des espèces de panneaux jaunes qui ont été installés en disant « Gun Free Zone » autour de ces endroits-là. Wow. Ce qui est quand même un peu absurde, parce que je veux dire, moi, je vivais juste à l'extérieur d'une zone sans armes. Je marchais à travers une zone sans armes pour après ça aller travailler dans une zone qui n'était pas une zone sans armes. Ouais. Alors, tous les jours, je marchais en dessous de ce panneau-là et j'étais pas le seul à trouver ça vraiment absurde comme façon de faire, mais c'est leur contrainte constitutionnelle et légale qui fait qu'il y a pas de solution facile. Fait que, Fernel, si je comprends bien, État par État, on peut pas prendre des décisions à ce niveau-là. On pourrait pas faire des lois État par État. C'est vraiment quelque chose qui est régné qui règne par le pays? Ça, c'est une question constitutionnelle très intéressante, à vrai dire, parce que le deuxième amendement, initialement, en tout cas la façon que ça a été écrit, semblait s'appliquer seulement au gouvernement fédéral, pour dire que le gouvernement fédéral n'a pas le droit de faire de loi pour réglementer ou limiter l'accès aux armes, mais il y avait quand même dans la clause, je veux dire, ça commence avec une milice bien réglementée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre. Alors, il y avait beaucoup de gens qui se disaient, bon, ben, ça veut dire que ça se fait à l'intérieur d'une milice bien réglementée. C'est qui réglementait les milices à l'époque? C'était les États. Donc, les États ont le droit de réglementer le port d'armes. Mais des décisions de la Cour suprême plus récentes, dans les 30 dernières années, ont interprété cette clause-là pour dire, non, ça c'est le droit de port d'armes, ça appartient pas aux États, ça appartient au peuple. Ouais. C'est-à-dire, le droit du peuple de garder et porter des armes ne sera pas enfreint. Alors, même les États ont pas le droit de faire des limitations, des réglementations parce que ça appartient au droit du peuple. Puis c'est écrit de cette façon-là, ça a été interprété de cette façon-là et c'est pas probable que ce soit réinterprété dans un avenir rapproché. Farnell, je regarde présentement ce qui se passe au niveau de la Maison-Blanche avec le fait que ça a pris plus d'une semaine avant de trouver un nouveau speaker. Donc, si on s'entre-déchire pour savoir qui sera le président de la Chambre, on n'est vraiment pas rendu à s'entre-déchirer pour réglementer les armes à feu. Ah, ça empêchera personne à essayer de commencer à se faire du millage politique là-dessus quand même, je suis certain. J'ai l'impression là, il est encore tôt, là, mais d'ici les prochaines heures, on va commencer à voir la narrative régulière d'un côté qui dit il faut contrôler les armes, l'autre côté qui dit non, c'est pas les armes, c'est une question de santé mentale. Et puis c'est une espèce c'est un jeu qu'on connaît, on peut déjà le prédire, on peut quasiment écrire le script à l'avance, et puis je pense qu'il y a personne qui va être surpris de ce qui s'en vient. Hey Fernel, en terminant, là, je veux pas être utopique, puis je sais que t'as pas la science infuse ou la réponse absolue à cette question-là, mais je te lance ça quand même comme pour terminer. Qu'est-ce que ça prendrait pour que les choses changent aux États-Unis? Parce que depuis tantôt, on en parle, puis il y a des histoires horribles comme Lewiston dans le Maine en ce moment, puis ça change pas. Je pense que ce qu'il faut, soit un événement extrême, puis là on parle de quelque chose qui dépasse même l'imaginaire, quelque chose de affreux fois 1000, ou un changement graduel de la culture aux États-Unis qui vient probablement avec un gros changement démographique aux États-Unis, peut-être des changements économiques aussi, mais fondamentalement, c'est un problème culturel. Puis les réalités culturelles vont pas changer et sont généralement très résistantes aux changements spontanés, brusques comme ça. À moyen terme, à court terme, je vois vraiment rien qui pourrait régler ça.
à long terme, ce serait une grande prise de conscience, un changement culturel.